On va enchaîner tout de suite sur le dernier point, puisque je n'ai pas le klaxon qui était disponible ce matin. Euh, en quoi l'évolution des programmes et des manuels est-elle marquée à la fois par le renouveau historiographique, par les recherches historiques du moment, mais aussi par le contexte sociopolitique du moment de l'écriture de ces programmes? Mais en fait, ça va permettre de compléter ce que disait Dominique, encore une fois, parce qu'on a déjà très bien situé le cadre là-dessus. Tu parlais d'une certaine résistance des manuels, dans le fond, on la retrouve très nettement, mais ce qui est très frappant, c'est l'écart croissant, j'insiste là-dessus, c'est assez remarquable d'ailleurs, entre la recherche qui est effectuée par de nombreux historiens dans les universités, on pourrait donner tout un panel de noms, et puis ce qui est dit dans les manuels justement à propos de Robespierre entre autres. Alors je me permets de vous signaler, si vous ne l'aviez pas vu, notamment entendu plutôt cette émission du 26 septembre 2018 sur France Culture, en fait il y avait toute une semaine qui était consacrée à la question c'était en fait dans le contexte de la sortie du film Un peuple et son roi, toute une série d'émissions donc sur la Révolution française, et à l'une d'entre elles qui s'intitulait de 1794 au Directoire une terreur, ou plutôt des terreurs, point d'interrogation. Vous avez une majorité d'historiens qui en réalité, je ne peux pas dire réhabilitent Robespierre, mais font de l'histoire tout simplement par rapport à ce moment. Et à tel point que ça effraie Emmanuel Laurentin d'entendre Yannick Bosque dire par exemple que Robespierre dit à un moment donné « Fonder la République n'est pas un jeu d'enfant ». Donc il explique qu'il faut s'attendre à ce que les aristocrates, les nobles ne soient pas très très contents de perdre leurs biens. Et Emmanuel Laurentin, effrayé, réplique « Oui, enfin, c'est aussi une vision assez léniniste de ce qu'a été cette Révolution française, que vous dites là, Yannick Bosque ». Donc Bosque répond « Non, pas forcément léniniste ». Ou trotskiste, non plus. Si, cette idée que la révolution doit forcément passer par ce stade. Bon, si vous voulez, je dis ça parce qu'on constate le décalage incroyable qui peut exister entre les consignes officielles et ce qui apparaît dans les manuels à travers tout ce qui a été déjà dit précédemment, et puis les travaux de nombreux historiens qui justement refont une sorte de... J'insiste, je ne parle pas de réhabilitation. Pour moi, ils font de l'histoire, tout simplement. Ils font de l'histoire, ils sont en train d'analyser les sources, les textes, certes dans un contexte différent, il faut bien le reconnaître. Et ce contexte, j'aimerais juste dire un mot à propos de l'instruction civique, parce que c'est aussi dans le cadre du programme. C'était intéressant de voir qu'en 2015, on a réintroduit l'enseignement moral et civique. Je dis réintroduit parce que ça s'appelait en 1882 instruction morale et civique. Et c'était déjà donc dans la loi Ferry, où on explique. D'ailleurs, c'était la première discipline à enseigner. Quand on regarde l'ordre des disciplines à enseigner, c'était la première. Avant même l'histoire, avant même la géographie, avant même le français, c'était l'instruction morale et civique. Et si on fait un lien entre l'histoire de la Révolution, ce qu'on doit retenir les élèves aujourd'hui, le contexte politique et les débats historiographiques, il y a quelque chose qui est très frappant. C'est qu'en instruction civique, il y a un terme qui a disparu, mais véritablement disparu, depuis plusieurs années des programmes, c'est le terme de souveraineté. La liberté, vous l'aurez à toutes les sauces. Alors ça, il y aura tout. La liberté d'expression, d'opinion, etc. Il n'y a pas de problème. Le terme d'égalité, on peut le retrouver de temps en temps avec une orientation plutôt concernant l'égalité homme-femme, par exemple, mais je pense que d'autres intervenants le diront après moi. Le terme de fraternité est parfois un peu présent, mais il y a un terme qui n'existe plus dans les programmes d'instruction morale et civique, c'est le terme de souveraineté. C'est d'autant plus regrettable qu'il correspond quand même à l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. C'est d'ailleurs peut-être ça le souci par rapport au programme d'instruction civique et au contexte politique. Et puis c'est l'article 25 de la DDHC du 24 juin 1793 qui là parle de souveraineté populaire. Je dis ça pourquoi ? Parce que si on regarde ce contexte dans lequel nous sommes, les attaques qui sont menées, parce qu'on doit parler d'attaques très clairement, et qui sont franchement contre-révolutionnaires, réactionnaires, contre la figure de Robespierre, etc., en réalité, elles visent d'une part à une réhabilitation progressive de certaines figures comme Marie-Antoinette, qui est désormais féministe, présentée comme une féministe. Et il suffit de voir une émission de France Culture qui parlait d'elle comme une femme d'influence à l'époque, presque une avant-gardiste. Il suffit de voir qu'à Caen, il y a 2 ans, il y a eu, je ne plaisante pas, un procès qui a été rejoué, celui de Charlotte Corday. Charlotte Corday qui a été rejugée à la suite du crime qu'elle avait commis à l'encontre de Jean-Claude Marat. Et bien entendu, elle a été acquittée.
Eh bien, je dis ça parce que nous sommes dans ce contexte où, d'une part, il y a des attaques contre-révolutionnaires très clairement, avec en figure de proue principale Robespierre, puisque c'est toujours lui qu'on nous sort à toutes les sauces. Et d'autre part, puisque je parlais de la souveraineté, pourquoi ces attaques, pourquoi cette disparition du terme de souveraineté? C'est tout simplement parce que, et c'est M. Blanquer qui l'a dit lui-même le 16 mai 2008, à l'Assemblée nationale, rappelons qu'il est 2018, pardon, rappelons qu'il est ministre de l'Éducation nationale, il expliquait que l'enjeu, c'est de bien faire comprendre aux élèves que leur avenir, c'est l'Europe. Et que dès lors se développe de plus en plus un terme qui est celui de souveraineté européenne, et qui signifie que la souveraineté nationale, qui je répète est quand même l'article 3 de la DDHC du 26 août 1789, en fait elle est caduque. Et ne soyons pas étonnés si les élèves ne savent pas ce que signifie qu'être un peuple souverain, c'est-à-dire maître de son destin et en mesure de pouvoir prendre des décisions collectives dans l'intérêt du peuple. Alors, pour ce qui est de l'arrière-plan historiographique, c'est vrai qu'il y a un décalage entre les programmes et l'historiographie. Cela dit, j'ai été assez étonné de voir que, d'abord, il y a une mise en musique des manuels. Il y a ce qu'on écrit dans les ministères, et puis il y a les manuels qui le déclinent. Et par rapport à, j'allais dire, à un cap qui est fixé, on peut, pour un même programme, avoir des déclinaisons différentes. Je prends le premier moment que j'ai identifié, c'est-à-dire 1890-1970. Le modèle, bien sûr, c'est l'histoire politique de l'art, c'est-à-dire une histoire de la politisation. Et ne nous y trompons pas, Hollart est à la fois sur un registre intellectuel, mais sur un registre politique. Il veut républicaniser les Français, pour les raisons que je crois que j'ai déjà indiquées. Et donc, quand on regarde Mallet-Isaac, c'est bien de cela qu'il s'agit. Mais je prends un manuel sorti en 1940, par rapport aux instructions de 1938, le manuel de L'Huillier, pour la classe de 3e. Et je vois un manuel qui nous fait du Georges Lefebvre. Georges Lefebvre qui publie sa Révolution en 1930 à Philippe Sagnac, la paysannerie et la Révolution. C'est-à-dire, pour dire les choses rapidement, il y a une révolution bourgeoise, mais il y a aussi une révolution paysanne autonome, et par conséquent, il propose une histoire sociale de la révolution. Si maintenant je me situe dans les années 80 et 85, au temps de Chevènement, on entre dans la période très excitante du bicentenaire. Et la guerre froide fait rage entre ce qu'il appelle l'histoire jacobino-marxiste et ce que les autres appellent l'histoire révisionniste. On dit dans les instructions Chevènement, on est à la veille du bicentenaire, plusieurs manières d'appréhender la révolution existent, nous n'en privilégions aucune, ce que nous voulons c'est un récit problématisé. Si je prends le Nathan de 1987, classe de seconde, il faut aller vite, on me regarde parce que peut-être ce que je vais dire va déplaire. Le manuel de 87 nous fait une histoire qui épouse l'histoire savante sociale. Regardez bien, première question, comment naît une révolution? On a l'impression que c'est Ernest Labrousse qui rédige le manuel. Deuxièmement, le compromis était-il possible? Petit clin d'œil ironique au Furet-Richer de 65, dès que le peuple intervient, ça dérape. Troisième question, la révolution bourgeoise pouvait-elle vaincre sans l'appui du peuple? Paradigme soboulien, révolution bourgeoise, un soutien populaire. Quatrièmement, on n'en a pas beaucoup parlé, le directoire. Le directoire, pendant longtemps, on dit « Ah, enfin, ils sont sages, ils ont trouvé à stabiliser la révolution. » Qu'est-ce qu'ils disent, eux? Est-on sûr qu'on a atteint le juste équilibre? N'oublions pas que les droits naturels sont abandonnés. Et last but not least, pour former des futurs citoyens, il faut les faire réfléchir, montrer que la révolution n'est pas terminée. Clin d'œil à François Furet qui dit, dans ses écrits d'historien, elle est terminée, qui dit Nouvel Obs, quand je dis ça, j'exprime un constat, mais je veux dire aussi que c'est un souhait. Dernière période, enfin, Monsieur le Président, citoyen, 95 à aujourd'hui, il semblerait que l'heure de Furet a sonné. C'est vrai qu'on est pour une histoire conceptuelle, une histoire des manières de penser la mise en place des gouvernements, des formes politiques. Mais remarquons quand même que les auteurs de manuels n'évacuent pas les circonstances, ce qui par rapport au modèle Furet est une sacrée entorse. Et deuxièmement, le dernier Furet qui nous dit, vous savez, pour lire la Révolution, il y a une notion fondamentale, c'est la notion d'exclusion. Sieyès
renvoie déjà les nobles dans leur forêt de Souabe et Franconie. Et si on creuse un peu plus, tout le malheur commence avec Rousseau. Et son ami politique Jacques Julliard nous commet « c'est la faute à Rousseau ». Eh bien, cet aspect de furet n'existe pas dans l'enseignement. Donc, une orientation vers les expériences politiques, mais ce serait, à mon avis, exagéré de dire qu'on fait du furet simplement.